Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve aujourd'hui pour la critique analyse du chapitre 1105 de One Piece. Chapitre qui, comme le 1104, se lit facilement, c'est assez fluide, c'est-à-dire que ces chapitres des fois, vous savez, on a besoin de prendre du temps parce qu'on est sur beaucoup de détails, beaucoup de choses. Là je trouve qu'on est sur deux chapitres de suite qui font avancer l'histoire et très bien avancer l'histoire et donc on n'a pas trop de superflu, c'est très fluide et c'est très agréable finalement. Chapitre qui ne fait que 10 pages néanmoins, mais beaucoup de doubles pages, donc c'est ok. Petit aparté, on va parler de cette petite cover et cette petite requête. Carotte, I miss you. Yamato et toi auraient tellement dû être sur le bateau, mais c'est pas grave. Bon, chapitre, comment il se compose? Il se compose avec le début du chapitre où tout simplement on va être avec le retrait des troupes de la marine. Vu que le Buster Call a été lancé, on va s'apercevoir que Kizaru et Saturne veulent rester sur l'île. On sait pas trop pour l'instant pourquoi, même si en réalité on peut être à peu près certain que c'est pour être sûr et certain, parce qu'ils peuvent survivre à un Buster Call, je pense eux deux. Donc je suis à peu près sûr et certain que pourquoi ils veulent rester sur l'île, c'est pour être sûr que les saloperies qu'ils veulent éradiquer soient éradiquées, c'est-à-dire Vegapunk, c'est-à-dire les Mugi, etc. Donc ils vont rester sur l'île. Il va s'en suivre la discussion entre Vegapunk et Saturne et Kizaru. Et là, Vegapunk est complètement stupide. Vous savez que je n'aime pas Vegapunk. J'ai eu aucune empathie franchement pour lui. Je sais pas pour vous, dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça ne m'a... Il y a beaucoup de panels qui sont où on voit en fait tout ce qu'a construit Vegapunk être détruit. Moi, ça m'a pas du tout touché. J'ai très peu d'affection pour Vegapunk, vraiment c'est pas du tout un personnage que j'affectionne, au contraire je ne l'aime pas, et je le trouve encore plus stupide de penser que Kizaru, en fait, c'est-à-dire que Vegapunk sort l'argument de il y a des innocents sur l'île. Allô Vegapunk, tu as vu les ravages d'Ohara? Allô, tu as déjà vu ce que font le gouvernement à des gens qui font la même merde que toi? Enfin la même merde, en soi c'est une bonne chose, parce qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé pendant ce siècle oublié où Im et les doyens ont foutu le bordel, tu vois, le sball. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'ils en ont rien à foutre? Hein? Tu le sais, n'est-ce pas? Alors, Ohara c'est un peu spécial, parce que finalement, il y avait un bateau de civils qui allait partir, et c'est Akainu qui avait dit... On ne doit pas prendre de risques, il y a eu des recherches, on ne doit pas prendre de risques, et il avait donné l'ordre de détruire le bateau de civils. Néanmoins, excusez-moi, c'est-à-dire que, à quel moment tu te dis que Saturne, au vu de comment son caractère est fait, hein, parce qu'il le connaît un peu, Vegapunk quand même, tu vas pas me faire croire que tu le connais pas, le petit Saturne, mon salopio. À quel moment il a cru que Saturne allait lui dire « Oh mais d'accord, excuse-moi, attends, mettez en place le Buster Call, oui, non, c'est pour que les amis de Vegapunk ils puissent partir. » Et j'ai pas compris. En fait, je me suis dit, mais alors, la réalité, c'est que je pense qu'on peut peut-être voir ça comme une écriture de Vegapunk qui commence à être peut-être un peu désespérée. Et dans ce cas-là, ça prendrait le pas sur le scénario. Vous savez qu'il est assez récurrent de, on peut perdre un peu espoir et finalement... ce dieu soleil qui est Luffy revient donner espoir, revient émerveiller, revient éveiller cette petite lueur au fond de notre cœur que bah, si l'espoir jamais ne meurt. Donc on peut le voir comme ça, mais c'est vrai que moi Vegapunk, enfin je suis désolé, j'ai zéro affection pour ce bonhomme, et donc je pense que ça a pu toucher peut-être certains d'entre vous. Je pense qu'il y en a peut-être, moi je comprends pas comment on peut aimer Vegapunk, mais outre ça, si des gens affectionnent Vegapunk, je pense que c'est assez touchant quand même, parce qu'on voit, tous ces scientifiques mourir, tous ces collaborateurs mourir, on voit son île être détruite, on voit tout son monde être détruit, on le voit même parler du fait que grâce à Egghead, le monde avait 100 ans d'avance et l'humanité avait 100 ans d'avance, et qu'ils vont revenir en arrière avec la destruction de l'île. Et encore une fois, pourquoi, en fait, qu'ils le disent, c'était important parce que ça nous permet de le concevoir. Néanmoins, Saturne s'en fout, quoi, gros. Il en a rien à foutre. Hein, de ce qu'on a compris, en tout cas, moi, c'est comme ça que je compris. Le siècle oublié était en avance. Bah, il s'est pas fait prier pour détruire ces gens-là, tu vois. Donc, si tu veux, je pense qu'il en a un peu rien à foutre de toi. On a aussi, lors de cette discussion, l'évocation de ce fameux bateau, les amis. Qui du coup fait un peu lien avec ce que je vous disais avec Ohara, avec Akainu qui avait fait détruire le bateau civil. Là pareil, Saturne a donc fait de même, a donné l'ordre de
d'abattre le bateau qui était parti hier d'Egghead. Et finalement, on va se rendre compte en fin de chapitre qu'il n'y a pas vraiment ça qui s'est produit. Mais ça, c'est à la fin du chapitre, on en reviendra pour la fin de la critique. Là, ce qui est sûr, c'est que post cette discussion entre Kizaru, Vegapunk et Saturne, alors Vegapunk essaye encore une fois de retourner Kizaru, mais Kizaru, le problème du vieux père là, c'est que il est trop fidèle à son job, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que je suis en fait, moi, je suis désolé, je suis sûr que Kizaru est hyper triste de ce qu'il fait, je suis sûr qu'il a pris conscience que Nika existe réellement, je suis sûr qu'il l'a compris. Le problème, c'est qu'il est enfermé dans un truc où enfin, moi, c'est comme ça que je dis, limite, j'ai de la peine pour Kizaru. Vegapunk, j'ai rien à foutre. Mais Kizaru, ça me fait chier, je suis en mode, putain, vieux père, quoi. Tu t'en prends à tous les gens que t'aimes, tu fais des trucs que t'aimes pas, et en fait, parce que t'es peut-être bloqué dans un système, tu vois. En fait, c'est juste, je me dis, à quand le Sword engage Kizaru? Voilà, c'est tout ce que je me demande. Bon, s'ensuit forcément les pacifistas, eux, qui vont rester sur l'île. C'est pas des vies humaines, ce sont des robots, donc forcément, eux, si le Buster Call les pète, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, néanmoins, le seul truc que je me suis dit, c'est que si tu pars de ce principe-là et que t'élimines Vegapunk, en réalité, t'es censé ne plus pouvoir avoir de pacifistas. Donc, pourquoi détruire le peu que tu as? Ou est-ce que la chaîne de production, la manière de produire des pacifistas a été communiquée? Du coup, Saturne le sait. Et du coup, bah, on peut tuer Vegapunk parce que je sais produire des pacifistas. Va savoir. Ce qui est sûr, c'est que donc, on voit les Mugi essayer encore une fois d'évacuer le corps sans vie de Kuma et Bonnie, etc. avec Saturne et Atlas, la suite du chapitre. On voit que Sanji fait une promesse à Bonnie, tout simplement, de sauver Vegapunk. Sanji qui va être pas mal en avant dans le chapitre. Il va rentrer en communication avec des Mugi. Là, c'est plutôt cool parce qu'on va revoir des Mugi qu'on n'a pas vu depuis un moment, comme Nami, Robin, Usopp. Alors Usopp qui me déçoit, alors moi je n'en peux plus, je suis désolé. Alors Sanji, le gaga des femmes, moi, alors je sais pas si c'est parce que je suis devenu un vieux con que je m'approche de la trentaine, mais ça me fait moins rire, et il y a des moments où je trouve ça un peu... autant le... En fait, le truc, c'est que j'essaye de me remettre en question parce que l'effet comique de Brook avec les petites culottes, en fait, je suis en mode, bon, Brook est complètement ravagé, et j'attends beaucoup moins de Brook. Du coup, je pense que je l'accepte plus. Alors que Sanji, je le place tellement haut dans mon estime de l'équipage que des fois, ça me fait chier. Et Usopp, c'est pareil. Usopp, pour moi, ça doit devenir vraiment quelqu'un dans le monde, dans l'univers de One Piece, ça doit devenir un très très grand pirate, et ça me fait chier d'avoir peur de tout. Vraiment, il y a des moments, j'aimerais qu'il... Même Nami, sur ça, elle a beaucoup plus évolué que lui, je trouve. Et... Alors, dites-moi dans les commentaires, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, et que vous trouvez que... c'est ce qu'ils sont, et ça je suis tout à fait d'accord. Sanji est ce qu'il est, c'est la représentation d'Oda du français, coureur de jupons, dragueur, charmeur, qui est là, qui tombe amoureux de tout, un peu fleur, tu vois, en mode mais c'est vrai que c'est des... Usopp, putain, et un peu confiance, quoi, et un peu confiance. Alors on peut voir aussi d'ailleurs que Robin, elle s'est fait sacrément blesser, il me semble, alors ça fait un moment, mais il me semble dans mes souvenirs qu'elle était contre le Séraphin de Jinbei, donc quand même pas n'importe qui. On voit qu'elle a un bandage. Chopper a dû la soigner et lui mettre un bandage au niveau de son torse et de sa poitrine, et qu'elle est dans une sorte de brancard, donc elle a pris quand même, je pense, un peu de dégâts quand même. Nami, encore une fois, vous le savez, je suis partisan du fait que même si Oda ne met pas de romance, on sait que ça, il a fait Nami, enfin, il s'est marié avec sa femme parce qu'elle avait un cosplay de Nami, enfin bref, je suis persuadé, voilà, Nami qui encore une fois se demande comment va Luffy, comme d'habitude. Bon bref, de toute façon, ça vous le savez, je suis gaga sur le fait que je suis persuadé que Nami et Luffy, il y a une relation cachée mais qu'Oda n'écrira jamais, comme d'autres personnages, mais à vous de les trouver. On voit qu'elle va du coup discuter du moyen de partir, de ce qu'il se passe. Zoro est encore en train de combattre Rob Lucci, je vous en avais parlé depuis un moment, du fait qu'il fallait pas l'oublier, qu'il y a ce combat qui n'est pas montré par Oda mais qu'il se déroule, et j'attends beaucoup de l'animé bien sûr pour nous le mettre en avant, et c'est très cool de se rendre compte que Rob Lucci contre Zoro, ça tient, et c'est finalement plutôt normal. Rob Lucci se fait forcément péter la gueule par Luffy, mais c'est plutôt logique qu'il arrive à tenir le premier commandant de Luffy. Moi je trouve que ça redonne du crédit au personnage et à l'entité qu'il représente en tant que Cypher Paul, donc ça me fait
plaisir. On voit du coup qu'on va continuer de parler de comment partir. Les plans ne sont plus possibles étant donné que le Vega Force One est détruit et que Kizaru l'a détruit. Donc on s'aperçoit qu'ils doivent trouver un autre moyen et c'est là qu'on va arriver sur Brook et Lilith qui font donc voguer le Voguemerry sur des nuages gelés. Merci Brook. Et là on a ce que je vous disais, l'effet comique de Brook, c'est qu'il est complètement ravagé du ciboulot, notre ami Brook, et donc il ne réfléchit à rien, il a juste fait glacer les nuages. Ils peuvent glisser dessus, mais comment on s'arrête? C'est une bonne question, ça, Lilith. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Et donc, voilà, ils vont glisser sûrement jusqu'à arriver à un endroit. Alors, moi, la réalité, c'est que je pense que juste tu ramènes le bateau à un endroit, tout le monde monte dessus, un coup de burst, et puis voilà, hein, tu t'en vas le plus loin possible. Le Buster Call va donc se lancer. La première salve du Buster Call est lancée. Les pacifistas passent à l'attaque. On est donc sur ce que je vous disais. Vegapunk qui voit Egghead s'effondrer. Pendant ce temps, Atlas, Franky, Kuma et Bonnie vont essayer d'aller jusqu'au laboratoire. Mais notre cher Kizaru va l'arrêter. Pour parler vite fait de Kizaru, je me rappelle que beaucoup de gens pensaient qu'il était KO, séché, foutu, finito après son face-à-face avec Luffy. Je suis content encore une fois de pouvoir vous dire que vous n'avez pas raison, que du coup j'aime bien me jeter un peu des fleurs là, mais parce que ça m'a saoulé, parce qu'en fait c'était surtout un comportement de haineux des amiraux et des marines, des gens qui aiment pas être objectifs, que ce soit sur les pirates ou sur les marines, et qui juste overhype tout. Non, Kizaru n'était pas KO. Moi je faisais partie des gens qui vous le disaient de pas croire que Kizaru est KO, car il ne l'était pas. Il était juste il avait juste plus d'énergie, tu vois. Il était trop fatigué, comme Luffy finalement, qui n'était pas KO étant donné qu'il était juste trop fatigué, qui maintenant qu'il a mangé, et on voit dans le chapitre d'ailleurs qu'il a mangé, on voit même où il est allé, ce salopio, va pouvoir repartir de plus belle. Et c'est finalement ce qui s'est passé avec Kizaru, c'est qu'il a dû se mettre en stand-by un petit peu, reprendre son souffle. Et là, il repasse à l'action et tu fais chier vieux père, parce que tout simplement il arrête la capsule et on voit tout simplement que tout le monde est en danger. Kuma, encore une fois, par instinct, va attraper Bonnie et la protéger. On voit que Franky et Atlas sont en train de tomber, mais on voit surtout que les pacifistas vont faire feu sous ordre de Saturne sur eux. Ça peut faire très cher, à voir comment ça va finir. Néanmoins, on voit quand même que Sanji est en skywalk pour arriver sur eux. Donc est-ce qu'il va être assez rapide et réussir à prendre Kuma et Bonnie, à les sauver? Qu'est-ce qui va se passer? On verra ça lors du prochain chapitre. Mais bon, je sais pas. En fait, c'est quand même, on est quand même sur Egghead dans une situation catastrophique. Et heureusement, on finit ce chapitre par deux petites bubules. Qui sont très intéressantes et qui redonneront espoir. Mais avant d'arriver à ces deux petites bubules et le bateau, comme je vous disais en début de critique, il y a quand même une phrase de Vegapunk qui est intéressante et qui est finalement à se poser des questions. C'est qu'il dit: les pacifistas ont beau avoir l'apparence de ton père Bonnie, de Kuma, ils ne sont pas Kuma, ils ne se soucient pas que tu sois leur fille. Et alors, je me suis demandé pourquoi Oda met ça là. Alors, il peut mettre ça là pour expliquer que, voilà, les pacifistas, oui, ils ressemblent à ton père, mais ce ne sont pas ton père. Finalement, l'erreur que faisait énormément de fois Bonnie, rappelez-vous, quand elle arrive à Egghead, elle voit un pacifista et elle dit, si je dis pas de la merde, elle dit à Luffy: s'il te plaît, ne lui fais pas de mal, alors que c'est un pacifista, ce n'est pas Kuma. Est-ce que ça fait lien à ça? Et donc, Bonnie, il faut que tu arrêtes de penser que les pacifistas sont ton papa. Ou alors, est-ce qu'il dit ça dans le sens, est-ce que possiblement dans les prochains chapitres, les pacifistas de je ne sais quelle manière inexplicable vont voir Bonnie et vont avoir une sorte de cran d'arrêt parce que Bonnie est là, et tu vois, faire un lien direct entre le géniteur des pacifistas qui est donc Kuma et sa fille. Enfin, tu vois, va savoir. En tout cas, un peu énigmatique cette phrase. On retrouve donc de l'espoir, comme je vous disais en fin de chapitre, avec l'apparition Luffy. Nous le retrouvons en train d'être un gros tankman devant la machine automatique de nourriture. Il ne faut pas oublier, les amis, que quelqu'un la nourrit. C'est très important que vous ne l'oubliez pas. Je fais partie des gens qui pensent que c'est Kizaru qui a nourri
Luffy, mais va savoir, peut-être pas. En tout cas, je ne sais pas qui aurait pu le nourrir aujourd'hui, mais je trouverais ça stylé que ça soit Kizaru qui, malgré le fait qu'il remplisse sa mission, aurait fait un petit acte pour essayer de sauver tout le monde et se rendre compte que s'il avait conscience, du bon côté de la force, mais son honneur et son implication pour la Marine aurait fait qu'il serait resté dans son camp, mais aurait fait quand même cette petite action pour Luffy. En tout cas, je fais partie de ces gens-là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire qui c'est que vous pensez qui a nourri Luffy à la base pour qu'il puisse un peu récupérer de ses forces. Mais là, Luffy va revenir de plus belle, il est complètement rempli, on voit qu'il peut à peine bouger, et c'est très drôle parce que du coup les marines sont en mode attends mais c'est Luffy, c'est le chapeau de paille, attendez mais c'est vraiment un empereur là, tu vois, il faut imaginer la gueule des marines, tu sais, c'est des capitaines de corvettes, tu sais, ils sont là en mode ah d'accord, il y a un empereur qui est là, complètement le ventre explosé, en mode oh j'en peux plus de manger. Non mais comme d'habitude on le sait, Luffy a une énorme régénération grâce au fait de manger, étant donné que c'est un Zoan c'est encore plus normal. Donc là il va récupérer et il va pouvoir revenir, et comme je vous disais il va pouvoir redonner espoir dans cet arc, et qui est en train de complètement on est en train de perdre le fil comment dire. En fait, l'arc Egghead est en train de devenir bordélique et surtout en train de partir en couille en fait. C'est-à-dire que là on se rend compte que on est en train de perdre, les Mugiwara sont en train de perdre et on ne gagne pas, on est en danger. Et en fait Luffy va pouvoir revenir donner cet espoir, et encore mieux on se rend compte avec ce fameux bateau que eh ben non Saturne, le bateau que tu as ordonné de détruire n'a pas été détruit, il a été sauvé. Au contraire, c'est le bateau que tu avais envoyé détruire ce bateau qui a été détruit. On se rend compte que les marines doivent le signaler à Kizaru parce que quelqu'un est en train de se diriger vers Egghead. Et là, forcément, si vous êtes là encore depuis le début, c'est ce que vous attendiez, qui se dirige vers Egghead. C'est finalement la plus grosse question qu'on se pose dans le chapitre, étant donné que la personne ou les personnes qui arrivent sur Egghead sont forcément des personnes qui vont avoir énormément d'importance et vont pouvoir changer ce bordélisme dans le fait de nous ne gagnons pas sur Egghead. Alors, comme je vous disais, le fait que Luffy puisse revenir va avoir beaucoup d'incidence, mais néanmoins on peut imaginer plusieurs choses. Déjà la première chose, je pense qu'il faut, et je le rappelle, ne pas oublier que un navire de Barbe Noire était très proche d'Egghead. Ça pourrait faire sens de se dire que avant d'arriver aussi proche d'Egghead, il ait détruit un bateau de la marine sur le chemin. Donc ça pourrait être, quelqu'un d'autre était en route, ça pourrait tout simplement être Barbe Noire, ou du moins certains de ses commandants. Qui sait qu'on pourrait soupçonner aussi d'être ici. On pourrait soupçonner aussi que ce soit la flotte de Luffy. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que l'incident d'Egghead a été retransmis dans le monde. Il suffit donc à la flotte de prendre la mer et de s'y rendre. Maintenant, le problème, c'est où est la flotte? On a très peu d'informations sur ça, c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Oda de faire des requêtes sur les pages de titres. C'est parce que je trouverais ça vraiment plus intéressant qu'ils nous mettent des détails de que font les autres personnages qui peuvent avoir une importance dans le récit. Savoir que Carotte, malgré tout l'amour que je lui porte, est en train de faire de la cuisine ou de la popote avec je sais plus quoi dans la première page, j'en ai rien à foutre. C'est très cool pour le mec qui a fait la requête, mais j'en ai rien à foutre. Alors que tu me dessinerais Bartholoméo est en train de mouiller au port à tel endroit, Cavendish est en train de se battre à tel endroit, machin bidule, ça permettrait de situer à certains instants T où est la flotte de Luffy, où sont tels personnages, et de pouvoir se dire ils peuvent s'y rendre, c'est plausible. Là le problème de dire c'est la flotte qui arrive, c'est que où est la flotte? On sait que par exemple Léo Sai était à la rêverie, on sait que Bartholoméo a attaqué une île de Shanks, il y a eu beaucoup de choses qu'on sait, mais c'est pas que eux quoi. Et donc je pense pas que toute la flotte puisse se rendre en même temps sur Egghead. Néanmoins, pourquoi ça pourrait être la flotte? C'est que je vous rappelle les mots du narrateur à Dressrosa. Ça disait que la flotte et Luffy allaient faire un incident qui allait bouleverser le monde et qu'ils n'avaient jamais fait. On pourrait imaginer que la flotte vienne et arrive sur Egghead, détruise et stoppe ce Buster Call, et que Luffy tue un doyen et tue
Saturne. Et donc là, ça ferait vraiment un lien direct avec la Friend Dressrosa et les mots du narrateur, comme quoi, ben oui, effectivement, ils ont bien bouleversé le monde, la flotte et Luffy. Sur Luffy et sa flotte, tu vois. Mais moi, je suis plus partisan que finalement, c'est juste un lien qu'il faut faire avec le navire de Barbe Noire qu'on avait vu. Mais bref. Donc, ça pourrait être Barbe Noire ou ses commandants. Ça pourrait être la flotte ou une partie de la flotte. Ça pourrait être aussi, tout simplement, peut-être Shanks, qui finalement n'est pas si loin, parce que si je me trompe pas, mince, Elbaf n'est pas si loin d'Egghead. Mais ça, j'y crois pas trop. Qui sait que ça pourrait être d'autre? Le Sword? Pourquoi pas? Ouais, bof, non, hein, se mettre à... Non, pas le Sword. Non, moi je pense vraiment qu'il y a beaucoup de chances que ce soit Barbe Noire. Alors ça pourrait être aussi, je sais, parce que vous allez dire, oh, il n'y a pas pensé. Si, ça pourrait être les révolutionnaires, mais non. Les révolutionnaires sont sur que des traves, une île qui est bien trop loin de... Egghead, souvenez-vous quand Kuma était sur que des traves avec Dragon, etc. Il avait dû passer Redline. Rendez-vous compte de la distance entre que des traves, les révolutionnaires, et Egghead. C'est beaucoup trop loin pour que les révolutionnaires puissent être là, et surtout là hier. Hein, je sais, on pourrait faire écho. C'était Shaka, je crois, qui parlait à Dragon au début de l'arc et qui lui disait, je pense que je vais mourir, blablabla, blablabla. Non. Dragon et les révolutionnaires sont sur que des traves, c'est beaucoup trop loin, il n'y a aucun moyen pour qu'en un jour, enfin en si peu de temps, ils aient fait une telle distance, c'est impossible. En tout cas, moi je ne mets aucune pièce là-dessus. Moi je vous dis, je mise sur le fait que ça soit en lien avec le fait qu'on ait vu à un moment et qu'Oda ait pensé à nous dessiner le pavillon de Barbe Noire et le fait qu'il y a un navire de Barbe Noire près d'Egghead. En tout cas les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez de ce que j'ai pu vous dire dans le chapitre, de mes idées, et surtout à me dire qui vous pensez va arriver sur Egghead. Hein, est-ce que ça sera Barbe Noire? Est-ce que ça sera des membres ou la flotte entière? Est-ce que vous pensez que ça sera Dragon et Révolutionnaire? Moi, parce que vous avez le droit de ne pas penser comme moi, et grand bien vous fasse. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce chapitre. En tous les cas, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de vous abonner en cliquant ici, de regarder une petite vidéo en cliquant là, et je vous dis à très vite pour la réaction live du chapitre 1106. À très vite les amis, bye bye, ciao.